Et si le vrai pouvoir n'était plus là où on l'imagine? C'est la théorie assez audacieuse d'un analyste en technologie qui suggère que les gouvernements, un peu partout dans le monde, auraient cédé leur autorité sans même s'en rendre compte. Dans cette présentation, on va décortiquer ensemble ces affirmations qui sont basées sur ses propres démonstrations publiques. La question au cœur de tout ça, elle est vertigineuse. Nos gouvernements ont-ils, oui ou non, abandonné leurs responsabilités les plus fondamentales? C'est une affirmation plutôt radicale, c'est vrai, alors regardons de plus près les arguments qui la soutiennent. Ok, alors pour bien commencer, posons les bases. Toute sa pensée s'articule autour d'un concept central, ce qu'il a baptisé la théorie de l'abdication. Alors attention, d'après lui, il ne faut pas s'imaginer une prise de pouvoir brutale. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. Ce serait plutôt un glissement, un transfert lent, quasi silencieux, qui a été justifié par une seule chose, la recherche de plus de confort et de plus d'efficacité. Un changement tellement progressif, en fait, que la plupart des gens ne l'auraient même pas remarqué. Bon, pour étayer sa théorie, il ne reste pas dans l'abstrait. Il prend 4 domaines bien précis de notre quotidien, 4 piliers de la société, où, selon lui, ce fameux transfert de pouvoir serait déjà une réalité. Premier exemple, la cartographie. Avant, c'est vrai, c'était l'affaire de l'État, des cadastres, d'organismes officiels. Aujourd'hui, qui dessine les cartes qu'on utilise tous les jours? Ce sont des plateformes numériques, privées et centralisées. Et l'implication est majeure. Celui qui contrôle la carte, eh bien, il contrôle aussi notre perception de la réalité. Deuxième pilier, les transports. Il prend l'exemple très parlant des applications de VTC. Selon son analyse, elles ont tout simplement fait voler en éclats un siècle de régulation. Et ça créerait une faille énorme dans la sécurité de nos villes. Quand on y pense, c'est un peu fou. On a échangé un système basé sur la responsabilité contre un système basé uniquement sur la commodité. Troisième domaine, et là on touche à quelque chose de très sensible, la santé. Diffuser l'information médicale, c'est une mission de service public par excellence. Et pourtant aujourd'hui, cette fonction serait assurée en grande partie par des entreprises privées. C'est un changement de paradigme complet dans notre accès à des informations qui peuvent être littéralement vitales. Et enfin, on arrive au nerf de la guerre, le quatrième pilier, l'argent. Pour l'analyste, c'est ici que se trouve l'abdication la plus grave. Le contrôle de la monnaie, un pouvoir régalien par définition, serait de fait passer entre les mains d'entités privées qui gèrent aujourd'hui la quasi-totalité des transactions sur la planète. D'accord, mais alors, qui tirerait les ficelles derrière ce grand basculement? L'intervenant pointe du doigt une structure bien particulière, une sorte de réseau de l'ombre qu'il nomme l'État bizarro. Cet état bizarro, ce serait quoi, au juste? Eh bien, d'après ses dires, ce serait un réseau qui représenterait à peu près 2% de la population mondiale. Et le point le plus important, c'est qu'il n'opérerait pas depuis l'extérieur, mais bien de l'intérieur de nos sociétés. En parallèle, une structure invisible, mais qui serait juste sous nos yeux. Et tout en haut de cette pyramide, l'analyste place un acteur très précis, le Parti communiste chinois. Il affirme que c'est lui qui serait le grand architecte de ce réseau et qu'il utiliserait des entreprises commerciales et des individus influents comme levier pour mettre en œuvre sa stratégie à l'échelle mondiale. Mais comment, concrètement, un tel réseau pourrait exercer son contrôle? C'est là qu'on entre dans la partie la plus technique et peut-être la plus intéressante de sa théorie, le mécanisme qu'il décrit. D'après lui, la stratégie se déroule en 2 temps. C'est une sorte d'attaque en tenaille. D'un côté, on rend les anciens systèmes, les systèmes gouvernementaux, obsolètes et inefficaces. Et de l'autre, on propose une alternative privée, technologiquement bien supérieure, tellement supérieure en fait, que l'adopter devient une évidence pour tout le monde. Un des éléments clés pour cette prise de contrôle, ce serait de cibler ce qu'il appelle les agrégateurs. C'est simple, la grande majorité des ordinateurs dans le monde fonctionnent sur une toute petite poignée de systèmes d'exploitation. La logique est implacable, si on contrôle ces quelques points de passage obligés, on contrôle de fait l'ensemble des utilisateurs. Et cette attaque se concentrerait sur l'outil qu'on utilise tous les jours pour accéder au monde numérique, notre navigateur web. L'affirmation ici est assez lourde, les navigateurs les plus populaires auraient été intentionnellement conçus avec des failles de sécurité. Alors, regardons en détail comment fonctionnerait cette attaque technique. En gros, étape 1, le navigateur envoie plein de requêtes en arrière-plan à son serveur. Étape 2, et c'est là qu'est l'astuce, certaines de ces requêtes sont conçues pour recevoir une réponse vide, rien du tout. Étape 3, un acteur malveillant intercepte tout ce trafic chiffré. Et là, à l'étape 4, ça devient un jeu d'enfant. Il lui suffit de tester des clés de chiffrement jusqu'à ce qu'il en trouve une qui déchiffre un bout du trafic en cette fameuse valeur vide. Une fois la clé trouvée, c'est l'étape 5, il a le passe-partout. Toute la session de l'utilisateur peut être déchiffrée.
Bon, le tableau qu'il dresse est plutôt sombre, on est d'accord. Mais l'analyste ne se contente pas de poser un diagnostic. Il propose aussi une voie de sortie, une solution pour reprendre le contrôle. Sa solution principale tient en un mot: réappropriation. Il estime que les gouvernements doivent absolument reprendre en main ces fonctions essentielles. Et, chose assez surprenante, il affirme que la clé de la sécurité, ce n'est pas la centralisation à tout prix, mais au contraire la fragmentation. En clair, l'idée serait de revenir à un modèle où chaque nation contrôle ses propres infrastructures critiques. Au final, qu'on trouve cette théorie crédible ou complètement farfelue, elle a le mérite de nous forcer à nous poser une question qui est absolument essentielle pour notre époque. Dans un monde qui devient de plus en plus numérique, qui devrait vraiment avoir le pouvoir d'écrire les règles? C'est une question qui, inévitablement, nous concerne tous.